Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous recevons dans le fauteuil de l'entretien de Dimanche politique ce matin M. Epiphane Adjovi, économiste et ancien directeur du projet de renforcement des capacités en conception et analyse des politiques publiques CAPOD. Nous allons revenir sur cette question lancinante et vieille du débat public, nos relations avec le Nigeria qui potentiellement devrait profiter à un pays comme le nôtre, et ce, à la faveur on va dire, de ce qui s'apparente à un réchauffement des relations entre nos deux pays, eu égard en tout cas aux différentes rencontres survenues entre le président de la République et le numéro 1 des Nigérians. Et cette semaine, la visite de l'iconique homme d'affaires Aliko Dangote en visite de courtoisie au président Patrice Talon. Mais nous allons analyser plus en profondeur ce qui sous-tend cette relation dont tout le monde parle, tout le monde a toujours parlé, les différents hommes politiques et hommes publics en font tant d'espoir sur la réussite de cette relation qu'il est important, il est peut-être important de revenir sur, disons, les constantes de cette relation, du moins du point de vue économique. Monsieur Epiphane Adjovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Je vous en prie. Voilà. Je vais déjà commencer par vous demander, quand on parle de cette relation entre le Bénin et le Nigeria, qu'est-ce qui relève du mythe, des idées reçues et de la réalité? Si on peut faire un petit exercice du vrai et du faux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Quand vous entendez les hommes politiques, oh là là, le Nigeria c'est fondamental pour nous, on doit tout faire pour que ça marche. Mais in fine, c'est le même débat qu'on ressasse année après année. Alors, de façon très concrète, qu'est-ce qui sous-tend réellement cette relation? Non, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, faire un peu la part des choses, parce que le Nigeria et le Bénin, c'est deux pays voisins. Je pense qu'on a près de 700 km de frontières. Et il y a des problèmes, disons, une relation au niveau politique, mais une relation entre les populations, surtout frontalières. Oui. Mais pas que frontalières, hein, parce que des gens sont impliqués dans des activités de partout au Bénin et aussi de presque partout dans le sud et le centre du Nigeria. Donc ça, c'est important à dire. Au niveau politique, vous l'avez dit, les relations ont été tumultueuses. Et je pense que nous allons peut-être sortir de cette logique, oui. Mais au niveau des populations, je pense que les relations sont beaucoup plus étroites et s'adaptent au choc que le politique amène entre les relations formelles entre les deux pays. Donc les populations subissent mais s'adaptent. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu des crises, des fermetures de frontières, des menaces et tout ça, mais bon, les relations se poursuivent quand même au niveau des peuples. C'est ça que moi je retiens un peu. Et puis, il y a aussi un problème de réseau. Et quand on regarde de l'autre côté le Nigeria et le Niger, on sent que c'est moins conflictuel parce que les réseaux marchent mieux à ce niveau-là. De notre côté, je pense qu'il y a un problème de réseau qui parfois crée des problèmes. Quand vous parlez de réseau, vous parlez de groupes ethniques, vous parlez, parce que si on regarde du nord du Nigeria, frontière avec le Niger, c'est vrai qu'il y a une homogénéisation des groupes ethniques des deux côtés de la frontière. Est-ce que c'est ça qui joue fondamentalement? Oui, il y a le réseau ethnique, mais il y a d'autres réseaux commerciaux et d'affaires. Il y a des réseaux d'affaires aussi qui font que, bon, ça marche ou ça ne marche pas des deux côtés de la frontière. Voilà. Donc, et nous n'avons peut-être pas bien exploité ces réseaux et parfois il y a des conflits entre ces différents réseaux. C'est ça qui fait que
nous ressentons cela de temps en temps. Voilà. Alors, vous qui avez travaillé sur l'ensemble de ces dossiers, quand on considère uniquement le formel, quel est le réel poids du Nigeria dans notre balance commerciale? Donc, quand on considère le formel, vous l'avez dit, on ne ressent pas très bien les relations commerciales et même économiques qu'il y a entre nos deux pays. Parce que c'est la plupart du temps des activités qui sont à la limite de la contrebande. Bon, certains diront l'informel, mais ça dépasse l'informel, ça va parfois même sur la contrebande. Et c'est difficile d'estimer l'informel, la contrebande. Mais lorsqu'on fait un bon cadrage, on regarde le formel et on regarde le niveau des activités, on se rend compte aisément qu'il y a des relations entre les deux qui ne sont pas prises en compte par les statistiques formelles. Oui. Quand vous regardez les statistiques formelles sur les échanges, par exemple, le Nigeria n'est pas le premier partenaire du Bénin, même à l'importation, alors que des statistiques beaucoup plus poussées montrent que le premier partenaire, au moins à l'importation du Bénin, c'est le Nigeria. Donc, il faut faire aussi la part des choses à ce niveau-là. D'accord. Alors, mais au niveau des politiques, dans la prise en compte de l'élaboration, au moment d'élaborer les politiques publiques, comment on arrive à décider de la prise en compte, comment ces paramètres rentrent en jeu quand on en arrive au moment d'élaborer des politiques publiques? Parce que, vous l'avez dit, une bonne partie des statistiques échappe à tout contrôle, on va dire. Bon, je pense que on tient compte de cela, mais comme parfois ces activités ne sont pas formelles, on fait semblant d'ignorer ces relations. Parce que pendant longtemps, les recettes publiques du Bénin, surtout les recettes douanières, dépendaient du Nigeria. Oui. On a même eu dans ce pays taxes à la réexportation qui n'est rien d'autre que une taxation des produits qui sont destinés au Nigeria. Oui. Voilà, donc on met en place des politiques qui tiennent compte du Nigeria, mais dans la réalité, on fait semblant de ne pas prendre cela en compte. Et il y a le cadrage macroéconomique macro-financière qui montre que on en tient compte. On en tient compte parce que on va peut-être en parler. Oui. La différence de monnaie entre les deux pays fait que la monnaie la plus stable alimente le pays qui a la monnaie la moins stable. Donc, et tout ça rentre en ligne de compte lorsqu'on fait les évaluations. Alors, pour poser une question quelque peu, on va dire, en tout cas pour symboliser tout ce qui nous rassemble ce matin, il y a un contraste entre ce qui est proclamé à chaque fois vis-à-vis du Nigeria, le Bénin, le Nigeria, encore une fois, du côté des hommes politiques et des décideurs publics, et la réalité. La réalité est que cette relation est quelque peu ambivalente. Il y a des hauts et des bas. Pourquoi nous n'arrivons pas fondamentalement à arrimer une bonne fois pour toutes, même si encore une fois, du côté de l'informel, ça bouillonne énormément. Pourquoi, on va dire de façon formelle, on n'arrive pas de concert avec le Nigeria à une certaine harmonisation de certaines pratiques pour qu'on arrive quand même à manifestement établir des relations pérennes? Bon, à mon avis, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Le premier aspect, c'est le fait que, je fais un petit encadré pour dire, il y a l'effet du grand pays. Quand un petit pays est à côté d'un grand pays,
il y a un effet qui fait que le petit pays doit pouvoir bénéficier de la taille de son voisin pour se tirer d'affaire. Mais je le dis, pendant longtemps, dans notre pays, on a essayé de tirer profit du voisinage avec le Nigeria par le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est de profiter des différences de politique économique et des mesures de politique économique pour alimenter les problèmes qui se posent. Voilà. Et lorsque le Nigeria, par exemple, dit « je prohibe l'importation d'un produit », c'est en ce moment que le Bénin devient grand importateur de ce produit parce qu'il y a des circuits qui permettent de rentrer au Nigeria. Donc, ça, c'est le premier problème. Et lorsque ceux qui font les politiques de l'autre côté sentent que les résultats ne sont pas bien parce que, ils le disent dans les discours, vous entendez très bien, il y a des pays qui nous envoient du n'importe quoi et qui empêchent nos politiques de réussir. Voilà. Donc, là, il y a déjà un problème de crispation et qui rentre en ligne de compte. L'autre problème, à mon avis, c'est au niveau des Béninois eux-mêmes qui n'arrivent pas à penser et à mettre en place une stratégie qui leur permette de profiter du Nigeria sans détériorer, sans perturber ceux qui sont en train de faire de l'autre côté. Ils ne veulent pas qu'on fasse rentrer quelque chose. Bon, nous, sans peut-être être obligés de prendre la même mesure qu'eux plutôt, il faut quand même qu'on respecte leurs désirs et cherche à pénétrer leur marché, à profiter de la taille de leur marché d'une manière différente. Par exemple, par la production. Vous vous rappelez du fameux discours de Obasanjo dans ce pays qui a dit si vous produisez du riz, ou bien il a dit quelque chose comme ça, nous on prend. Bon, c'est vrai que ce n'est pas si automatique, mais je pense que c'est là où je parle de réseau. Il faut penser, il faut chercher le moyen qui doit nous permettre de faire écouler notre riz, par exemple, vers le Nigeria de manière... riz produit ici. Voilà, produit localement, vers le Nigeria de manière facile. Et ça, je pense que c'est là où il faut chercher la sensibilité des réseaux commerciaux, des réseaux économiques de ce pays qui veulent peut-être établir des partenariats pour que ce ne soit pas une production, disons, une activité qui profite qu'aux opérateurs économiques béninois. Donc peut-être c'est là qu'il faut peut-être chercher des partenariats et ça doit permettre d'alimenter les marchés d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce que c'est la préoccupation que vous soulevez quant aux produits, en tout cas quant aux décisions du Nigeria, qu'on ne respectait pas toujours ici, ou du moins dont on voulait profiter coûte que coûte? Est-ce que c'est pour adresser cette préoccupation du Nigeria que, par exemple, le président a déclaré la dernière fois, à l'occasion de sa rencontre, en tout cas ce qui a été rapporté, à l'occasion de sa rencontre à Paris avec le président Tinubu, que ce qui est interdit, ce qui sera interdit au Nigeria sera interdit également au Bénin? Est-ce que les Nigériens ont besoin de ce gage-là de confiance, d'être rassurés sur ce point, pour quand même accepter, déployer quelque peu, en tout cas être ouvert à des partenariats plus intéressants? Tout à fait. Je pense que il faut affirmer avec eux que nous n'allons pas être des éléments de perturbation. Et je pense que quand on leur donne ce gage, ça leur permet de mieux nous écouter. C'est ce que je pense moi. Ça leur permet de mieux nous écouter et de mieux écouter nos problèmes. Bon, mais il y a aussi d'autres, comment on appelle ça, d'autres problèmes. Et notamment, on sent parfois que pour punir en griffe le Bénin, on est allé jusqu'à dire qu'il faut que des douaniers nigériens viennent ici pour travailler dans les usines pour être sûr que
bon, je ne veux pas être... Pour être sûr qu'un produit qui viendra chez eux est vraiment produit au Bénin. Au Bénin, ou dans la non, au Bénin. Au Bénin, voilà. Donc ça constitue vraiment un problème. Et donc, une fois qu'ils ont les gages, et une fois, c'est John Igué, le prof John Igué qui aime beaucoup le dire, qu'on actionne les bons circuits. Là, vous verrez que les relations vont se détendre un peu plus. Et bon, les chocs viendront toujours, parce que du moment où les politiques ne sont pas en cohérence, il y aura des chocs, mais ça ne sera plus des chocs aussi violents. Mais je voulais quand même dire une chose, un élément que le Nigeria commence à comprendre, les Béninois sont devenus résilients au choc qu'ils créent avec le Bénin. Et les dernières fermetures de la frontière, on avait beaucoup pensé qu'il y aurait le chaos, mais on a géré cela. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu la fermeture, je pense, à Mani. Pour l'affaire Amani, j'étais au ministère des Finances, c'était très difficile pour les recettes. Mais maintenant, je pense que les fermetures n'ont plus... Une incidence aussi drastique. Voilà, sur nos finances publiques. Nos finances publiques. Mais sur les populations aussi, il faut tenir compte du sommet, c'est-à-dire les finances publiques, l'État, mais il faut tenir compte des populations qui vivent des activités avec le Nigeria. Bon, on avait prévu aussi, vous vous rappelez, il y a quelques années, quand il y avait des chocs sur les produits pétroliers, c'était des fils à n'en plus finir et autres. Mais vous voyez avec quelle rapidité on a pu s'ajuster. Oui, justement, ça permet de parler de cette nouvelle administration au Nigeria qui a de suite pris des mesures drastiques. Et comme vous venez de le dire, le Bénin montre toujours une certaine résilience par rapport à ça. L'arrêt de la subvention sur le carburant, par exemple. Et tout à l'heure, peut-être pour en rajouter à ma question, la politique monétaire du Nigeria, vous parliez en tout cas des convergences, en tout cas des différences ou des opportunités qui peuvent être créées du fait de la monnaie stable qu'aurait l'un et l'autre l'instabilité, en tout cas de la différence de performance des deux monnaies. Tout à fait. Et là, il y a un aspect, une monnaie qui est... Bon, il faut faire attention au mot stable aussi. Bon, le franc CFA est beaucoup plus, comment je veux dire, convertible, si je peux parler ainsi. Et donc, compte tenu des demandes de devises qu'il y a au Nigeria, le Bénin sert parfois aussi de réservoir de devises. Oui, on l'a vu dernièrement avec la chute, on va dire, du Naira, que le CFA est devenu comme une valeur refuge. Tout à fait. Donc, voilà, donc tout cela entre en ligne de compte et parfois la présence du Bénin, qui est la tête de pont de la zone zone franc Afrique de l'Ouest par rapport au Nigeria. Donc cette présence aussi irrite un peu aussi parce que ça réduit la portée parfois des politiques monétaires au Nigeria. Donc à mon avis aussi, c'est des éléments à prendre en compte et aussi dans cette affaire. Bon, maintenant, pourquoi on n'arrive pas à faire une certaine convergence? Moi, je pense que c'est les politiques qui n'écoutent pas, à mon avis, ce qui vient du bas. Parce qu'il y a une volonté pour les deux populations de profiter l'un de l'autre. Mais cette volonté est bloquée par le sommet qui n'arrive pas à trouver les moyens pour connecter, pour se connecter et permettre... Vous voulez parler des deux sommets, que ce soit au Bénin, oui, tout à fait. Que ce soit Nigeria, Bénin, mais aussi toute la sous-région
ouest africaine, où on a parlé de monnaie, on a quitté je ne sais quoi, maintenant on est à l'éco, puis on n'a plus rien. Chaque fois, quand l'échéance s'approche, on recule. Ouais. Et finalement, il n'y a pas cette volonté pour permettre... Parce que quand les mécanismes, les politiques vont mieux s'harmoniser, vous verrez que les chocs d'humeur vont diminuer. Ils vont diminuer. Mais de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas un réel, peut-être que c'est ce qui est en train d'être fait, un besoin d'harmonisation de ces politiques-là? Et peut-être qu'à cet égard, le Nigeria inquiète aussi également la plupart des pays de la sous-région, parce qu'on vient de le constater, entre deux administrations, le président Buhari est parti, le président Tinubu est arrivé, on a vu l'effet tout de suite au niveau de la Banque centrale. On a constaté qu'il y a, sous le régime, en tout cas ces dernières années, il y avait un taux, il y avait deux marchés parallèles de change que la Banque centrale, disons, administrait. Celui qui vient de prendre le pouvoir l'arrête de façon brutale. Le gouverneur de la Banque centrale est en prison, même si la Cour suprême a ordonné sa libération hier. Donc du coup, est-ce que le Nigeria parfois ne dégage pas une certaine instabilité dans sa politique monétaire? On se rappelle des années de crise, premier mandat de Buhari, où les milieux d'affaires poussaient à une dévaluation. L'administration disait non, finalement ça a été dévalué, mais parfois trop tard, ainsi de suite. Est-ce que les pays de la zone CFA ne sont pas quelque peu en droit de percevoir de façon, je ne dirais pas négative, mais d'être sur leur garde? Parce que quand vous avez, c'est 70%, le Nigeria c'est 70% de l'économie pratiquement de la sous-région, dans un même ensemble, ça veut dire qu'on est à la merci du Nigeria et puis on passe à autre chose. Est-ce que c'est pas ça qui explique quelque peu parfois je ne dirais pas la réticence des pays francophones, des pays de la zone franc à aller? C'est vrai qu'on peut parler de l'influence du colonisateur, ainsi de suite, mais réellement, est-ce qu'en tant que responsable politique, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions quand de l'autre côté, le plus fort de la sous-région, disons, est capable de changer de politique du jour au lendemain? Bon, je ne pense pas. Ça dit, bon, les pouvoirs politiques aiment être dans les zones de confort. Être dans les zones de confort. Rappelez-vous très bien que le président Obasanjo avait déjà tenté de supprimer les subventions sur les produits pétroliers. Oui. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Donc, Goodluck Jonathan a essayé, ça n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ceux qui sont là aujourd'hui le critiquaient vertement. Buhari a essayé, il n'a pas réussi, alors qu'il était contre. Aujourd'hui, bon, visiblement, le président Tinubu a réussi. Est parti. Voilà. Donc, lorsqu'on sort de sa zone de confort et qu'on fait les réformes qui sont nécessaires, moi, je pense que ça peut tanguer. Mais lorsqu'on réussit, tout le monde est sur le processus. Et je pense que d'un côté ou d'un autre, il y a une absence de volonté de sortir, que les pouvoirs se mouillent, pour pouvoir traduire cette volonté de relation entre les populations qui parfois j'entends des noms béninois de ce côté et de l'autre. Après on dit non, ils sont de l'autre côté. Bon, vous voyez, donc il y a des liens qui sont là, mais parce qu'on veut sauvegarder les acquis, les petits acquis qu'on a, on empêche ces relations-là de se développer. Donc, je pense qu'il faut se placer dans ce contexte-là. Mais de façon concrète, comment ça peut se faire? Parce que c'est vrai, c'est les mêmes populations, ou peut-être ce que d'aucuns ont imaginé, faire de ces zones frontalières-là carrément des zones franches, entre le Nigeria et le Bénin, ou voilà, le Naira, en tout cas le CFA, si on en est encore là dans quelques années, en tout cas, une zone où les populations, au-delà de ce qui est visible, en tout cas des symboles de souveraineté, peuvent aller et venir comme ils veulent. Non, vous savez, bon, vous êtes journaliste, certainement que vous parcourez le pays plus que moi,
Non, c'est pas sûr. Si en tout cas vous avez des informations que moi j'ai peut-être pas, mais il y a des localités où la monnaie qui a cours légal en griffe, c'est le Naira au Bénin. Oui. Donc, et il y a des gens qui sont devenus riches par le fait de, comment vous appelez ça, du change entre les deux monnaies. Donc, c'est pour dire que les populations, je l'ai dit tout à l'heure, savent s'adapter à la situation. Ils savent s'adapter. Mais un jour, le bâton tombe sur tout le monde et ils sont obligés de replier et de retrouver un autre équilibre. Et tout ça retarde, disons, le processus. Moi, je suis sûr, je pense que si le Bénin et le Nigeria pouvaient s'adapter, pouvaient essayer de mettre en cohérence leur politique. Donc, si je dis le Bénin et le Nigeria, c'est la zone CFA. Voilà, CFA et le Nigeria. Et d'autres pays comme le Ghana et les autres pays hors CFA, si on pouvait commencer à faire vraiment une cohérence des politiques, vous verrez que les effets seront automatiquement, comment je vais dire, favorables aux populations. Ça sera favorable aux populations. Mais lorsque on a parlé, vous avez parlé de l'homme d'affaires Dangote. Aliko Dangote, oui. Voilà. Il a des cimenteries au Nigeria. Oui. On a une société de ciment, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, bénino-nigériane au Bénin. Et il y en a d'autres. Mais comment voulez-vous... Onigbolo, oui. Onigbolo, oui. Et on a aussi d'autres sociétés de ciment qui fonctionnent. Oui. Mais comment voulez-vous que, dans ces conditions, il y ait une situation de paix entre les acteurs de ces, comment je vais dire ça, là, de ces secteurs-là. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Non, peut-être que certains estiment que, vu leur taille, on aurait pu éviter de créer des sociétés ailleurs pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et certains pensent cela. J'ai lu sur les réseaux sociaux, donc c'est à prendre avec cela. Si je prends la structure dont vous parlez, le Bénin n'a qu'une part marginale, l'État du Bénin n'a qu'une part marginale dedans, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Non. En même temps, est-ce qu'on peut empêcher la libre concurrence? Il y a d'autres structures, d'autres cimentiers qui se sont installés au Bénin, et on peut dire pour cet homme d'affaires, il applique la même... il investit également d'autres marchés. Oui, non, parce que, bon, puisqu'on parle, on va y aller. Oui, bon, oui, on va essayer de ne pas rentrer dans la diffamation. Oui. On va y aller. C'est peut-être qu'il pense que son produit traversant le Bénin pour aller vers d'autres pays, qu'il y a des blocages qu'on leur cause. Il y a des blocages qu'on leur cause et qui l'empêchent de réaliser ses chiffres d'affaires dans ces pays-là. Donc, je ne sais pas si j'ai quand même fait l'administration, s'il y a une organisation concertée pour empêcher ces camions de passer. Mais on peut constater que depuis cette crise de la fermeture, les camions ont repris. Et maintenant, l'autre partie peut dire ces camions qui passent détruisent les investissements en infrastructure routière. Et ça peut aussi crisper l'autre partie. Et bon, donc, quand on met tout ça en cause, des géants, finalement, quand les géants commencent à se battre, vous voyez. Mais je suis content que la situation, on commence à comprendre que on n'a aucun intérêt à nous bloquer l'accès à nos deux pays. Ça, je pense que ce serait une bonne chose si ça se confirme. Bon, maintenant, vous avez parlé du mythe et de réalité. On attend aussi que, bon, il y a des réseaux internes qui jouent pour ou contre le pays parce que, bon, ça,
n'ayant aucune information pour le prouver, il faut peut-être éviter d'en parler. Mais dans la réalité, on sait que parfois, les informations reçues par l'autre partie, parfois font que, biaisés, voilà, et mettent en colère l'autre partie. Des interférences politiques, peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. En parlant de cette, avant de revenir sur la lune de miel qui semble se dessiner entre, en tout cas, les dirigeants de nos deux pays, vous parlez de l'harmonisation en tout cas des pratiques dans la sous-région. Mais c'est toujours il est toujours surprenant d'en parler, non pas qu'on soit qu'on ait accompli des merveilles, mais il y avait des tests. En tout cas, il y a toujours des tests en vigueur. Normalement, un produit qui est produit dans l'espace CEDEAO, un produit produit en Côte d'Ivoire, un produit confectionné au Togo, en tout cas dans les COVAX, devrait pouvoir circuler normalement jusqu'au Nigeria. Est-ce que, encore une fois, le fait d'avoir fermé unilatéralement la frontière, même si on a tourné la page aujourd'hui complètement, n'envoie pas aux autres pays, disons, il n'a pas envoyé aux autres pays un certain, disons, laisser-faire, ou en tout cas une certaine latitude des Nigériens à décider de notre sort à tous, parce qu'on peut bien vouloir punir le Bénin, mais en même temps on a puni tous les autres pays de la sous-région. Oui, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, bon, les tests dans certaines parties du monde, et notamment en Afrique, c'est bon quand c'est bon, et puis après, quand ça, bon, on remet ça en cause comme on veut. Et c'est vrai, tout test qui va contre les intérêts stratégiques d'un pays, le pays peut et doit remettre cela en cause. Mais lorsqu'on le fait, comme on le voit parfois, pour un oui ou pour un non, ça pose un problème de fond. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, si on remet en cause les tests, c'est que on n'a pas bien étudié les tests, on n'a pas vu les implications, et maintenant on profite d'une petite situation, ou bien même peut-être d'une grande situation, pour remettre cela en cause et lancer le signal qu'il faut retoucher à ces tests-là. C'est ça que moi j'appelle les mauvais signaux que nous lançons dans nos processus d'intégration. Au niveau de l'UE ou bien l'UMOA, voilà, au niveau de l'UMOA, c'est beaucoup. Mais on peut sortir beaucoup de dossiers sur lesquels, là encore, il y a des remises en cause. Il y a des remises en cause, et on le sait, puis bon, et on s'adapte. Toute la question, c'est il faut mettre en place des tests qui arrangent tout le monde. Tout le monde. On peut mettre en place un processus lent. Est-ce que c'est possible? Puisque de toute façon, on est tous, qu'on le veuille ou non, oui, on est dans un même marché, on s'aime bien, ce sont les mêmes peuples, mais on est aussi en concurrence. Non, mais c'est ça qui n'est pas bien, justement. Oui. Le Nigeria veut bien inonder, avec son plastique, veut bien inonder toute la sous-région. Donc, du coup, on l'a vu, par exemple, sur certains produits, les œufs, par exemple, à une certaine époque, l'œuf nigérien de griffe a fait des ravages dans notre, parce que compétitivement, ça a tué pratiquement la filière. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Du coup, comment on harmonise un peu tout cela? Non, il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Oui, déjà, il faut que les pays comprennent que tout le monde n'a pas un avantage comparatif pour tous les produits. Donc, et ça, c'est la première dimension qu'il faut prendre en compte. Et deuxièmement, il y a, bon, si on veut rentrer dans la théorie, on peut avoir un avantage absolu, mais ce n'est pas un avantage relatif. Bon, ça, on ne va pas. Donc, ce serait peut-être mieux pour un grand pays de laisser un pays à côté et faire sortir certains produits pour eux, pour mieux s'attaquer à d'autres produits. Qui ont un peu de grande valeur ajoutée. Voilà. Maintenant,
il faut aussi que ce soit possible pour les opérateurs économiques de ce grand pays de venir s'installer, faire des affaires ici, et seul ou en joint venture avec des Béninois, et vice-versa. Oui, justement sur ce point, il y a peut-être un symbole de cet échec aussi de ce côté-là. Quand on prend la zone économique de Semepodji, à moins que je me trompe, c'était pensé aussi pour faire ce que vous faites, permettre aux hommes d'affaires nigérians de venir s'installer. Pourquoi, d'après vous, ça n'a pas marché? Il y a les tests et il y a la réalité. L'esprit et il y a la réalité. On met en chose. Mais dans la pratique, est-ce que vraiment les Nigérians sont demandeurs d'une zone à cet endroit? Donc, et c'est fait à un moment donné où il y avait des engorgements au niveau des ports nigériens. Maintenant, je pense qu'ils ont construit un nouveau port. Bon, ils vont faire. Donc, tout ça fait que ce projet est devenu, bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais a des problèmes parce que le Nigeria a changé sa stratégie. Maintenant, il faut rapidement trouver une autre manière d'exploiter cette zone et d'une autre manière. Et je pense que pour être un peu plus réaliste, c'est ça qui s'est fait au niveau de Glodjigwe. Oui. On a mis en place un autre. Bon, je ne suis pas dans le secret des choses. Pourquoi c'est jusqu'à Glodjigwe qu'on a mis? Pourquoi ne pas continuer? Je n'ai pas les éléments d'appréciation. Donc c'est difficile de se prononcer. Mais on aurait pu changer de stratégie. Voilà. Bon, peut-être que j'aurai l'explication par des amis ou bien par d'autres personnes. Mais voilà, c'est ça. Il faut pouvoir s'adapter rapidement et ensuite chercher toujours les liens. Les liens. On aurait pu peut-être transformer cette zone en quelque chose qui va beaucoup plus plaire aux Nigériens. Et comme il y a des signaux favorables actuellement, je pense que c'est maintenant que nous allons vendre ce que nous voulons leur faire. Bon, je ne veux pas... C'est bon d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui... Je pense qui est un banquier, qui est un non, qui est peut-être aussi ethniquement... Oui, ethniquement, on va dire, proche, voilà. Parce que Nigeria, qui a travaillé là-dessus aussi. Voilà. Et il suffit quand je vais dans un pays et je rencontre des autorités, je leur parle leur langue. C'est un point automatique. Hein, c'est un avantage comparatif. Voilà, même absolu. Voilà. Donc, je pense qu'il faut lancer aussi nos signaux, leur dire, bon, vous avez fait l'effort, c'est vrai que ça crée des problèmes à notre niveau, mais on veut vous accompagner. Voilà. Est-ce que, avant d'arriver à ces profils-là et en tout cas, le nouveau visage de la diplomatie béninoise, ou du moins la voie empruntée depuis les derniers ajustements, est-ce qu'avoir deux présidents, c'est ça qui se dégage, qui frappe à l'œil, on va dire, deux présidents quelque peu business-friendly, parce que le président Patrice Talon, il vient des milieux d'affaires et il s'y connaît de façon très concrète. Le président Bola Tinubu aussi, de par son parcours, il n'est pas que politique, c'est un businessman qui a du bagou et qui a des œuvres. C'est avoir deux personnalités qui savent ce que ça relève très concrètement, de façon très précise du monde des affaires. Ça peut faciliter les choses, puisqu'au final, on parle d'argent, on parle d'affaires, on parle de business. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est déjà un atout, comme vous le dites, mais il faut que nos mesures, nos actions accompagnent les intentions. Voilà, ces intentions qui se manifestent. Vous vous rappelez qu'on a eu deux généraux aussi à la tête, qui étaient très amis, je pense. Mais c'est là où... c'est sous ces deux généraux qu'on a eu le plus gros problème. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi très, je ne dirais pas, bon, pas une boutade, très fort en économie non plus.
Mais bon, il y a des cadres de tout également. Non, tout est jusqu'où on peut aller pour punir un autre partenaire. Tout se joue à ce niveau. Et le grand pays a toujours intérêt à aller un peu plus loin, un peu plus fort. Maintenant, c'est à nous de dire, bon, mais nous aussi, on peut être utile pour vous. On peut être utile pour vous et leur montrer comment on peut être utile pour eux. Et essayer de formaliser aussi certaines relations. Je ne sais pas quel exemple je vais donner concrètement, mais on peut formaliser certaines relations qui sont totalement informelles actuellement. Libéralisant un peu plus. Puisque, voilà, je voulais le dire tout à l'heure, vous avez parlé de barrières tarifaires. Oui. On peut supprimer les barrières tarifaires, mais il y a les barrières non tarifaires qui sont parfois plus tenaces. Et il suffit tout simplement qu'on dise, bon, maintenant, tel produit passe séparément. Mais il faut aller signaler, il faut aller déclarer le produit à Kaduna. Je suis à Porto-Novo, ou bien je suis à Semé. Je veux faire partir le produit à Lagos. Et il faut que j'aille faire la déclaration à Kaduna. Vous voyez? Donc, ou bien vice-versa aussi. Hein. Oui. Je veux amener un produit du Nigeria vers le Bénin. On dit qu'il faut aller faire la déclaration à Natitengu. Donc, c'est ça qu'on appelle les barrières non tarifaires, que nous savons très bien, nos pays savent bien et parfois utiliser pour contrecarrer les tests. Et ça, pour lutter contre ces barrières non tarifaires, c'est là où je pense qu'il faut se lancer des signaux et montrer à l'autre ce qu'on gagne tous à avoir de bonnes relations. Parce que si on est revenu sur le transport du ciment nigérien par la voie routière, c'est parce que c'est le plus rentable. Oui, c'est le plus rentable. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut dire les choses de cette manière, quoi. Voilà. En parlant d'implication de synergie des hommes d'affaires, est-ce qu'on peut aller jusqu'à, vous parlez des barrières tarifaires, est-ce que le Bénin devrait profiter dès à présent de sa position, surtout quand on pense au projet qu'on ambitionne tous, c'est-à-dire venir créer, aboutir à une zone unique, une monnaie unique avec le Nigeria. Est-ce que le Bénin ne devrait pas gagner dès à présent à être, disons, à tirer profit ou à déjà bâtir des liens assez solides avec le Nigeria pour après ne pas être noyé un peu dans l'ensemble unique qu'on fera, parce que les autres grosses économies de la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je comprends la question, effectivement. Maintenant, je comprends. Je ne comprenais pas au début. En fait, c'est vrai. Et nous avons quand même une position préférentielle par rapport aux autres pays. Donc, lorsqu'on va harmoniser, nous allons perdre cette position-là. Oui, mais il y a quand même l'effet distance qui est important. C'est-à-dire, un Nigérian qui veut investir dans un produit pour alimenter son marché et qui veut le faire en dehors du Nigeria, le ferait beaucoup plus facilement au Bénin que Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a cet effet qui peut totalement jouer et sur lequel nous devons mettre l'accent et leur montrer qu'ils ont tout intérêt à venir s'installer chez nous pour faire leur affaire et que nous leur offrons des tests, nous leur offrons une main-d'œuvre, nous leur offrons aussi des partenariats. Parce que c'est quand même bon chaque fois quand on s'installe dans un pays d'avoir un partenaire du pays pour accompagner. Accompagner, oui. Donc là, sur ce point précisément, d'aucuns avancent l'idée, par exemple, d'offrir au milieu d'affaires nigérian des dispositions avantageuses comme des abattements fiscaux. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce que, comme on le voit ailleurs,
qu'un Nigérian qui s'installe au Bénin ou vice-versa ait le même taux d'imposition selon le secteur dans lequel il évolue, qu'on arrive à des harmonisations de ce type qui puissent permettre aux gens, au milieu d'affaires de dire, de toute façon, que je sois au Nigeria ou ici, j'ai une idée claire de ce à quoi, en tout cas, j'ai à payer les mêmes taxes, j'ai à payer les mêmes impôts fonciers, j'ai à payer ci, donc pour pouvoir inciter plus facilement à l'installation de ces investisseurs potentiels. Moi, je suis partisan de l'uniformisation, c'est-à-dire le fait d'être béninois ne doit pas faire que je sois plus favorisé pour lancer une activité que quelqu'un d'autre qui vient de notre pays. Oui. Parce que nous devons respecter les mêmes lois, nous devons avoir les mêmes obligations, et maintenant que le meilleur gagne. Et beaucoup disent... Oh, le libéralisme tout azimut. Non, la libre concurrence. Je ne suis peut-être pas taxé de libéral, mais moi je pense qu'il faut, parce que les gens taxent et indiquent que non, il faut protéger les Béninois, on a moins de moyens, on a moins de... Oui, justement, parce que la crainte des États, il y a le débat aussi autour de ce fameux tarif extérieur commun, qui, je ne sais pas si ça s'est appliqué, mais il y a effectivement la crainte des États qui tirent leur principal, en tout cas la majorité de leurs ressources du fisc, ce sont des recettes fiscales, de devoir faire des abattements au profit d'autres et donc de perdre de l'argent. Est-ce que ce ne sont pas ces craintes-là qui aident les pays à contourner sur le plan technique, lorsque je libéralise les droits de douane, j'ai beaucoup plus d'importations. Et lorsque j'ai beaucoup plus d'importations, il n'y a pas de droits de douane, mais j'ai la TVA. Donc on arrive à compenser. Voilà. Il y a un effet de compensation automatique qui se fait. Et donc, ceux qui sont partisans des droits de douane élevés disent au gouvernement, ah, mais vous allez perdre. C'est vrai, quand vous dites à un pouvoir qui paie les salaires chaque mois, qui a des activités, attention, vous allez perdre 50 milliards par mois, le pouvoir se contracte. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on perd 50 milliards en droits de douane, mais on gagne peut-être 45, 47 milliards en TVA complémentaire. Et le droit de douane est peut-être plus difficilement gérable que la TVA. Je ne sais pas, ça dépend des pays. Vous comprenez? Donc, dire cela n'est pas, à mon avis, une bonne chose. Je suis totalement pas d'accord avec ça. Puisque vous m'offrez l'opportunité, la ZLECAf, même le Nigeria est beaucoup plus en avance que nous dans le processus. Et nous sommes à la traîne parce que je pense qu'on a donné l'impression, en tout cas le pouvoir perçoit au niveau de ceux qui écoutent un risque. Non, parce que bientôt, des gens vont importer des trucs de l'Afrique du Sud à bas prix et parce que nous avons un schéma de libération des échanges entre nous, nos voisins vont faire venir des trucs à bas prix dans notre pays. Donc, on ne percevra pas les droits de douane qui vont être libéralisés petit à petit et ça va quand même venir. Et c'est l'homme d'affaires du pays voisin qui a importé, qui en tire profit. Nous, on aura quoi? Peut-être le transport pour venir ici. Donc, la libéralisation est un processus normal qui va se poursuivre. Mais, ça, je suis d'accord avec ceux qui le disent, nous avons le droit de protéger nos entreprises naissantes ou les entreprises stratégiques. Ça, nous avons le droit de les protéger. Et il faut définir ce qui est entreprise naissante, ce qui est entreprise stratégique. C'est pas entreprise stratégique, c'est pas celui qui est plus proche de je ne sais qui, mais c'est celui qui a sur le plan peut-être de l'emploi, sur le plan de l'importance du produit même. Voilà, on doit définir cela et s'entendre dessus
et ne pas lésiner sur ces entreprises. Mais parce qu'on dit oh, il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger, on est en train de prendre du retard sur la ZLECAf, alors qu'il y a des financements énormes qui se font actuellement et cela, je pense que c'est une erreur. D'autant plus que le Nigeria qu'on a mis en avant avance beaucoup plus que nous. J'espère que vous allez faire ce débat et la presse. Il faut que la presse commence à faire des débats économiques. Nous en faisons ici. Mais je n'ai jamais entendu parler. Si j'entends parler de ça, moi, même si je suis... on vous fera venir, je vous le promets. Bon, d'accord. Oui, je pense qu'il faut faire ce débat-là. Oui. Donc, en parlant d'harmonisation, oui, les États qui restent sur leur garde souvent parce qu'ils redoutent des pertes fiscales, est-ce que le modèle face à ça, le modèle qui est implémenté depuis peu, Glodibé, on en parle même cette semaine avec cette exportation-là, qui a été médiatisée vers le Nigeria, vers les États-Unis, la transformation du coton. Est-ce que c'est un modèle qui, évidemment, peut nous permettre, disons, déjà industriellement, les modèles de zone économique? Parce que là, on peut dire que c'est peut-être le vaisseau amiral de la politique industrielle de notre pays. Comment vous percevez ce modèle qui est mis en place et jusqu'où ça peut nous mener? Certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi je pense que ce qui se fait actuellement sur beaucoup de plans, on sent qu'on a pensé cela. Je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, je suis à la retraite, quand j'ai commencé, on parlait de transformation des produits des produits de l'agriculture et tout ça. Mais il y a eu des grands projets, je ne veux pas citer des projets, il y a eu des grands projets financés même par des institutions sous-régionales. Mais vraiment, rien n'a été mis en place pour le faire. Mais maintenant, on dit, nous voulons transformer, et on a plutôt mis en place une stratégie. Parce que les zones industrielles, c'est une nouvelle forme de stratégie qui s'installe. Il y en a au Togo, il y en a au Sénégal, il y en a... Bon. Mais au moins, il y a cette volonté de le faire. Et ça nous permet maintenant de bénéficier du marché, américain qui est quand même... qui s'ouvre pour les pays comme les nôtres. Oui, justement, de ce point de vue, pour le marché américain, on n'a pas... par exemple, très bien profiter de l'AGOA. C'est justement ce que je veux dire. Il y a des dispositifs comme l'AGOA. Je ne sais pas si l'importation qu'il y a eu et l'exportation a été faite sous l'AGOA. Bon. Mais au moins, on commence à s'ouvrir au marché. Et le mot-clé à ce niveau, c'est le mot de diversification. Il faut qu'on comprenne que quand on dit Bénin, mais j'ai écouté des élèves qui se préparaient pour les examens, Bénin, coton, Côte d'Ivoire, café, et cacao. Et je dis, mais donc, depuis ma jeunesse, c'est Bénin, coton, et maintenant les jeunes, ils parlent toujours de Bénin. Il faut qu'on change un peu et qu'on diversifie. Vous comprenez? C'est vrai, il y a un effort important qui a été fait sur le riz. Et les autres produits aussi, le cajou, il y a beaucoup, le soja, et l'ananas un peu moins. Mais donc, il faut qu'on transforme. Il faut qu'on transforme et qu'on cherche à percer d'autres marchés. Ça a été un plaisir pour moi, je ne vais pas citer, pour ne pas faire de la publicité, j'ai découvert un produit béninois à l'étranger. Et c'est à l'étranger que on m'a dit, je vais t'offrir, et on m'a amené ça. Et j'ai vu, j'ai dit, mais il m'a dit, non, c'est Made in Bénin. Et c'est quand je suis venu que je me suis renseigné, j'ai appris qu'il y avait vraiment la société. Donc, et je pense que cette société est beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Donc, c'est des success stories comme ça qu'il faut essayer de mettre en place et faire sur ça d'action. On dit,
Et nous allons mettre, comment vous appelez ça, le tourisme. Oui, le tourisme. Voilà. Nous allons mettre le tourisme. Secteur, voilà. Et on fait sur cela, on essaie de faire sur cela c'est ça qu'on parle, et c'est de ça qu'on parle quand on parle de mettre en œuvre, au moins essayer de mettre en cohérence les discours, les programmes avec la réalité sur le terrain. Ouais. Là, peut-être c'est l'occasion d'avoir votre avis d'expert là-dessus. Fondamentalement sur les zones économiques, vous l'avez évoqué, le modèle, c'est pas un modèle nouveau, mais on peut regarder sur le continent en ce moment un modèle qui a le vent en poupe. On a vu au Gabon, au Togo, d'ailleurs c'est pratiquement le même développeur un peu partout. Il y a certains critiques de ces zones qui avancent et qu'à terme, le bénéfice est toujours, en tout cas le bénéfice est parfois, le plus souvent, négatif, eu égard aux aménagements que l'État consent pour attirer les investisseurs et au final, ce qu'il en tire réellement comme avantage. Parce que pendant la période, oui, on paye des salaires, il y a des emplois nouveaux, ces emplois vont consommer, vont payer des taxes, ainsi de suite. Est-ce que, comme beaucoup le pensent, en tout cas dans la littérature, c'est au final un jeu à somme nulle pour les États? Non, je ne suis pas d'accord. Et quand vous prenez même les pays développés, oui, ils sont à la recherche des financements, comment on les appelle, les financements, j'ai oublié le terme, privés, extérieurs. Direct, ouais. Voilà, les IDE, très bien, merci. Ils sont à la recherche des IDE. Et parce qu'on dit, développons-nous, c'est vrai, on ne peut pas faire un développement sans compter sur les ressources intérieures. C'est pourquoi toute politique qui essaie de tirer les ressources intérieures vers le haut est une bonne politique. Mais les IDE sont essentiels à la transformation d'un pays. Oui. Et nous devons chercher à mettre en place les IDE, comment on appelle ça, dans notre pays, pour développer l'économie, pour créer des emplois durables et pour aussi assurer le lien de notre pays avec l'économie mondiale. Oui. Et ça là, les zones économiques, comme vous dites, si ça se limite à faire quelque chose, bon, non. Si il y a une véritable politique de recherche de financement, d'investissement très bien étranger, je pense que ça peut. C'est ça qui va faire la différence bientôt. Hein. Nous en avons presque dans tous les pays. Dans 5 ans, 10 ans. On va faire l'évaluation. Parce que sur ça aussi, beaucoup se posent la question, les avantages comparatifs, vous avez parlé d'avantages comparatifs. Si on prend l'exemple du Bénin, du Togo, c'est vrai qu'on a des matières, en tout cas on est dans différents couloirs, mais enfin, il y a des points de convergence quand même. C'est le même développeur ici, c'est le même développeur là-bas. À ce moment-là, il faudra un véritable travail pour avoir clairement les avantages comparatifs entre nos deux pays, parce qu'on fait les mêmes types d'investissements en termes d'aménagement, d'amélioration du climat des affaires. Un peu comme si, en prenant ces deux pays, c'est un peu comme si on se suivait à la culotte. Oui, non, je suis d'accord avec vous aussi. On met des zones économiques à côté, 50, 100 km, pour faire la même chose. Non, il faut donner à chaque zone des spécificités. On dit, chez nous, nous allons transformer le coton, nous allons transformer les noix de cajou, nous allons transformer le soja. Oui. Voilà, comment on appelle ça? C'est des politiques, et plutôt, c'est des actions qui visent à travailler sur les produits que nous faisons sortir de terre. Donc, ça, et sur certains, nous avons un avantage comparatif. Et parce que nous avons un avantage comparatif, les gens jouent sur le prix
pour essayer de capter notre production. Oui. Ça s'est passé pour le soja. Voilà. Et bon, lorsqu'on a une vision à court terme, on pense que oui, il faut permettre aux producteurs. Oui, moi, je suis parmi ceux qui pensent que les producteurs doivent être les premiers bénéficiaires de leur production. Mais il y a la situation globale de l'économie. Parce que si vous profitez de votre produit dans un pays où l'économie est bas de l'aile, vous allez vous effondrer aussi lorsque le pays va s'effondrer. Donc, il y a un effort à faire des deux côtés et l'État doit aider à mettre en place les infrastructures, donc a besoin aussi d'un peu de ressources. Il faut lui donner des ressources, mais il ne faut pas que l'État aussi prenne toutes les ressources. Je ne pense pas que cela... Mais vous verrez, d'ici 5 ans, vous verrez que certaines vont prospérer, d'autres ne vont pas prospérer, compte tenu des politiques qui ont sous-tendu. Et quand, bon, j'ai quand même la chance de passer par là, quand vous voyez ce qui se fait à Glodigué là, c'est une nouvelle zone qui est en train d'émerger et qui va certainement décongestionner de plus en plus Cotonou. Bon, il y a d'autres choses là qui vont peut-être décongestionner Cotonou. Et ça, moi, je pense que ça fait partie de la politique d'aménagement du territoire et qu'on doit rechercher aussi. Voilà. Pour finir sur cette question des zones économiques, c'est une question liée à la circulation du capital. On sait que pour les industries qui s'installent, évidemment, il doit y avoir une main-d'œuvre qualifiée, ça attire la disponibilité de la matière première, d'accord, mais il y a surtout le coût du travail. Et dans tous les pays qui ont expérimenté ce modèle, on a l'impression qu'au bout d'un certain temps, voilà, l'ouvrier qui n'avait jamais gagné peut-être 100 000 francs de sa vie, s'il gagne 100 000 francs au bout de 5 ans, ses besoins s'ajustent et du coup il a d'autres besoins. Et donc finalement, ce 100 000 ne lui convient plus vraiment. Et par effet domino, le coût du travail peut finalement, en tout cas petit à petit, commencer par s'apprécier. Et on sait que ces investisseurs commencent dès cet instant à scruter d'autres zones pour s'installer. Il y a beaucoup de pays qui ont vécu ce modèle. Comment on peut s'en prémunir? Est-ce qu'il faut faire plus de prospective? Comment on arrive à anticiper cela? Parce que c'est un cycle inévitable. Bon, vous allez finalement dire que je suis un libéral, parce que moi, je pense... Non, je ne fais pas de procès. C'est pas méchant. Je veux revenir. Moi, je pense qu'il faut libéraliser le marché du travail. Et tous les Béninois qui sont dans l'administration, oui, bon, disons l'administration, le jour où ils trouvent quelque chose de meilleur, ils s'en vont. Voilà. Donc, qui sont donc du coup, vous êtes d'accord avec la flexibilité qu'on a apportée au cours du travail? Je ne sais pas si c'est le bon schéma actuellement, mais je pense qu'il faut une flexibilité qui profite à tout le monde. Parce que lorsque je suis là, aujourd'hui, je gagne 100 000 et on me propose quelque chose qui m'amène à 500 000, je m'en vais automatiquement. Monsieur Adjovi, vous êtes très avant-gardiste. Les réformes, il faut aller plus loin. Non, et nous avons, comment on appelle, nous avons retardé certaines réformes, si bien que nous sommes obligés de les prendre de manière très amère. On a retardé des réformes. Mais dans le jeu, ce n'est pas à somme nulle. Tout le monde y gagne parce que lorsque je suis dans une... vous voyez, dans les grands pays, les gens font l'aller-retour, administration et autres. Donc, lorsque je suis dans une situation et j'ai une meilleure situation, je m'en vais. Donc, il faut aussi qu'on accepte que celui qui a mis ses capitaux puisse bénéficier de la flexibilité de l'emploi. Maintenant, c'est vrai, sous nos cieux, il y a toujours des problèmes, des dimensions humaines importantes. Mais si on fait abstraction de ça, moi je pense que la flexibilité de l'emploi est une bonne chose. Bon, peut-être on dirait que c'est parce que je suis à la retraite. Non. Et si il y avait une certaine flexibilité, je n'aurais peut-être pas terminé ma carrière dans la fonction publique.
Donc voilà. Donc, je pense que la flexibilité est nécessaire. Le dialogue social est nécessaire. Vous voyez? Donc, si je vous... oui, le dialogue social avant d'arriver. Donc, si je vous prends au mot, vous auriez souhaité, par exemple, en parlant de votre cas, avoir votre contrat avec l'administration, soit un contrat qui vous permet d'en sortir à tout moment. Oui, parce qu'en fait, on s'en va, oui, on fait des mises à disponibilité, on s'en va, d'autres s'en vont, et puis quand ils ratent l'histoire, ils reviennent, on s'efforce pour non. Et voilà. Si on rentre dans l'administration en disant qu'on a un CDD, donc, on négocie autre chose, on dit il me reste 6 mois. Hein. Donc, si la négociation marche, le CDD marche, et puis je m'en vais. Si ça ne marche pas, je paie le coût de mon départ, de mon départ rapide là, je paie le coût et je m'en vais vers les choses là. Donc, la flexibilité est nécessaire, mais peut-être que, comme c'est des chocs nouveaux qu'on reçoit, peut-être qu'il faut mieux expliquer. C'est ça qui fait que les réformes, il y a toujours des gens qui sont, des groupes d'acteurs qui sont contre, et eux, ils exploitent le fait qu'on n'explique pas bien pour monter des coalitions contre les réformes. Mais je pense que ça se vit très bien, la flexibilité, et ça se vit très bien. Mais est-ce que vous pensez que les différents acteurs, les différents corps sociaux sont au même degré, vous avez parlé d'expliquer, sont au même degré d'appréhension de ces problématiques? Parce qu'on voit très bien, on a eu cet échange qui prête à sourire. On a parlé de libéralisme très vite. On a vu au moment de ces réformes tout ce qui a été professé contre le gouvernement, voilà, saccage des acquis sociaux, libéralisme tout azimut. Est-ce que vous pensez que dans notre environnement, les corps sociaux sont capables de percevoir un peu ce que vous dites, ce que vous promettez? Oui, bon, écoutez, moi, je sais ce que, quand moi je suis rentré dans la fonction publique, ce qu'un fonctionnaire gagnait, je sais, un fonctionnaire qui rentre aujourd'hui dans la fonction publique, je sais ce qu'il gagne. Donc, il y a des avancées sur le plan social et sur le plan salarial. C'est peut-être là. Mais il y a des avancées. Et maintenant, l'autre problème dont nous souffrons le plus, et ça c'est important à mon avis, le problème dont nous souffrons le plus, c'est, comment on appelle ça, le fait que nous sommes dans une mentalité, je vais chercher l'assurance sociale. La fonction publique, c'est cela, je vais prendre ma retraite. Et quand on prend la retraite, si on ne fait pas attention, on devient malheureux. Bon, donc il faut que en cela, on dise, l'emploi pour moi, c'est un challenge. Donc, je vais toujours chercher mieux jusqu'à ce que j'ai l'équilibre. Et c'est comme ça. Quand on n'est pas dans cette logique, on va toujours penser qu'on est en train de saper. C'est une petite anecdote, je ne sais pas si vous aimez. J'ai un jeune là, il est parti. Et tu l'entends aujourd'hui, il est au PNUD, demain il est à l'UNICEF, après demain il est au chose là. Et puis il m'appelle un jour, il dit, achète-moi une parcelle. Je vais acheter une parcelle parce que je vais peut-être revenir au Bénin. Je lui dis, à tel endroit, c'est 5 millions. Il dit, qu'est-ce que vous dites comme ça? Je veux ça à Figuerossé. J'ai dit, tu es prêt à donner 30 millions? Il dit, on m'a dit que ça va jusqu'à 40 millions, 50 millions. Il dit, tu es prêt à payer 50 millions? Et intérieurement, il dit, j'aurais dû partir comme lui. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que lorsqu'on se met dans une situation de flexibilité, ce n'est pas forcément l'échec. Il faut accepter cela. Donc, ça doit être comme ce qui est professé depuis 2016, une sorte de matrice de notre politique économique, permettre aux capitaux de fluctuer, disons, dégager le plus de barrières possibles et permettre simplement à l'économie de vivre. Non, bon, peut-être qu'il faut aussi faire attention aux dates. Moi, je pense que les tentatives de libéralisme ont commencé bien plus tôt. Et
Bon, il y a eu l'accélération des réformes depuis 2016, c'est vrai, mais il faut reconnaître que les premières réformes les plus douloureuses ont été faites après la conférence par quelqu'un. Bon, on pourrait dire que c'était d'autant plus facile parce que bon, la plupart des structures étaient en banqueroute, donc c'est avec les programmes d'ajustement structurel qui avaient besoin de liquider certaines... Non, il y a quand même eu des mesures qui ont fait départ anticipé, voilà, volonté, bon, tout ça là. Ouais. Donc, c'est ça, toutes les réformes ont un coût et il fallait faire des réformes douloureuses. On est en train de les subir maintenant. Et je ne sais pas, il faudra peut-être continuer jusqu'à commencer à être un pays stable, un pays, je ne sais plus, c'est le Botswana, c'est un petit pays qui n'a aucune ressource. Mais parce qu'ils ont des politiques macroéconomiques, des politiques économiques. Ils ont quand même du diamant, ils ont un peu de diamant. Non, à côté, mais vraiment, ceux-là. Qui rapporte beaucoup d'argent. Non, si on a du diamant. Bon, on est dans une émission. Si on a du diamant et c'est mal géré. Oui. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait une bonne gestion de ce diamant et des politiques qui font que le diamant ne se transforme pas en dollars et en pétrodollars où les gens sont de l'argent, ils achètent, excusez-moi le terme des joueurs, à combien de milliards, ça nous donne le vertige. Mais c'est ça, quand on n'a pas de politique, on met l'argent dans n'importe quoi. Donc, et je pense que si le Botswana a du diamant, je pense qu'ils ont quand même fait des politiques vertueuses qui ont fait que le diamant profite au pays. Voilà. Nous avons commencé avec le Nigeria. Là, on parle de notre politique économique. On va finir avec le Nigeria en parlant de cette visite. Déjà, deux questions pour finir. On a vu qu'à la faveur des derniers ajustements, que ce soit au niveau des finances ou des affaires étrangères, déjà, les finances ont récupéré la coopération. Il y a un directeur général de la coopération qui vient d'être nommé en Conseil des ministres. On a vu que le profil installé à la tête des affaires étrangères est un profil purement financier. Est-ce que pour vous, en tant qu'économiste et disons connaisseur de ces milieux-là, est-ce que pour vous, comme vous le disiez tout à l'heure, le discours s'harmonise avec les actes, c'est-à-dire qu'on met tout le focus sur, disons, le business, l'économie, en tout cas le développement de ce pan. Donc, tout ce qui peut être, disons, gagné en termes d'accords, en termes de ressources, en termes de financement, doit être préempté capté par le gouvernement. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Oui, je pense que ce que vous avez dit à la fin, je suis d'accord avec ça, ça dit il faut essayer de capter des ressources, des bonnes ressources et des ressources de qualité. Oui. Maintenant, la structure mise en place pour capter ces ressources, bon, ça c'est autre chose. Bon, moi, c'est vrai, on va évaluer cela bientôt, et si c'était la bonne façon de faire. Mais je pense que lorsqu'on a une politique, lorsqu'on est à la tête d'un État, on sait parfois là où se trouvent les problèmes et nous, le commun des mortels, on ne le perçoit pas. Ouais. Donc c'est pourquoi je fais toujours attention de critiquer, mais je pense que ça c'est personnel et on aurait dû le faire autrement. On aurait dû le faire autrement parce que les relations extérieures ont beaucoup de dimensions. Et la recherche de financement pour le développement, on le fait très bien. On a pris les euro-dollars et les euro-bonds, on a pris avec, comment vous appelez, une garantie de la BAD, on a eu des financements, donc on le faisait très bien. Maintenant, la coopération des États, bon, je pense qu'il faut peut-être aussi revoir les blocages à ce niveau et ne pas créer un gigantisme. Ça, c'est personnel. Mais comme je l'ai dit, on va évaluer. C'est bon, à mon avis, de faire bouger les choses et l'évaluation
permettra de savoir si on avait raison. D'accord. Mon dernier poste, en fait, ça a été directeur général des... En ce moment, ça s'appelait Investissement et du financement du développement. On s'était battu pour avoir une autre façon de faire les choses. Bon, et nous sommes dans un monde qui a vieilli de 5 ans depuis mon départ de ce poste. Il y a des informations, des données que personnellement je n'ai pas, je n'ai plus peut-être, mais moi j'aurais fait autre chose. Bon, l'important c'est d'évaluer les résultats et d'avoir le courage de changer quand c'est pas bon ou de renforcer quand c'est bon. Voilà. On a vu, en parlant d'Aliko Dangote, on a vu, en parlant de gigantisme, ces récents investissements, cette raffinerie qui progressivement va rentrer en production. Il y a une unité inaugurée il y a déjà quelques mois en ce qui concerne les engrais. Du coup, comment on peut tirer profit de évidemment, on sait que le marché préférentiel, même si cette raffinerie a pour ambition d'irriguer le monde entier, en tout cas de vendre partout, on peut se dire qu'il y a une opportunité à saisir pour nos pays. Surtout sur le champ, on parle souvent du pétrole, on parle souvent du carburant, mais on oublie que les engrais, c'est un enjeu autrement plus important parce qu'on en a besoin. Les coûts se sont surenchéris avec la guerre russo-ukrainienne. Donc ça devient un enjeu capital pour nos États. Oui, c'est ça. Si la raffinerie et les engrais, si les conditions d'obtention de ces produits-là à côté sont de bonnes conditions, il n'y a aucune raison pour qu'on aille ailleurs. Oui. Ça, donc, d'autant plus qu'au niveau de la sous-région, de la région, on a un processus d'intégration qui fait que normalement, il n'y a plus de droits de douane de ce côté, il y a plus... Bon, donc il faut qu'on ait l'effort d'aller, qu'on fasse l'effort d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, l'autre chose, il faut qu'on ait aussi la garantie qu'un bourgeois ne dise pas qu'on ne va plus nous vendre. Exactement. Voilà. C'est la question subséquente. Oui. Et ça pose toujours le problème de la crédibilité. De la crédibilité voilà. Parce que si pour une raison ou pour une autre, on peut dire, bon, on coupe l'approvisionnement puisque nous, on a montré notre capacité à produire de l'engrais. Je suis à Décougui, à côté de l'usine qui est bon. Et à côté de l'usine, on a vu que ça n'a pas marché. Donc, nous sommes acheteurs. Ce serait très bon qu'on achète au Nigeria si les coûts sont compétitifs. Parce qu'au final, s'il y a la qualité et les coûts sont bons, et ça va être plus rapide de faire venir des produits du Nigeria. Et maintenant, qu'on soit sûr que pour une raison politique ou de toute autre nature, qu'on ne nous dise pas qu'on ne va plus vous livrer. Voilà. Voilà. On va finir sur ces notes, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. On a égrené le temps qui nous est imparti. Ah bon, donc moi j'ai vu qu'on n'a même pas fait 15 minutes. Ah oui, c'est passé très vite. Non, c'est passé vite. Non, je pense que le Bénin doit oser. Et nous devons avoir le courage d'avancer et que ce courage doit être imprimé par le haut. Je suis d'accord que parfois nous soyons bousculés. L'important, c'est qu'on voit que ça commence à bouger. Et la dimension nigériane est importante pour le Bénin. Tant mieux si les signaux qui sont en train d'apparaître maintenant peuvent permettre au Bénin d'utiliser les bons réseaux et de pouvoir développer le Bénin à côté du Grand Nigeria. Voilà. Donc c'est vraiment ma conclusion. Voilà, merci beaucoup Monsieur Epiphane Adjovi. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien directeur du projet de renforcement des capacités en concept voilà, et des politiques et analyse des politiques de développement. Merci pour ça, c'est entre autres fonctions, hein, parce que entre fonctions, vous avez, disons, en tout cas un parcours intéressant. Merci de nous avoir éclairé sur ces quelques points. Merci de votre rapport. En espérant vous retrouver très vite pour d'autres développements, là peut-être sous forme de débat sur ces questions économiques importantes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.
aujourd'hui. À ma suite, vous allez me retrouver pour le duel de dimanche. C'est politique.